Dans 2 semaines, tu as la présentation de ta vie. Ça fait des mois que tu prépares, tu as toute la boîte qui va être là, tu rentres chez toi, ta présentation est prête, tes slides sont au point, tu te mets au lit, ça commence à mouliner. Tu imagines tous les scénarios catastrophes au monde. L'ordinateur va planter, le projecteur va exploser, tout le monde va se foutre de ta gueule, ça va hyper mal se passer. Alors que tu sais que tu es prêt, tout part en sucette. Bref, tu imagines le pire. Pourquoi? Oui, je deviens fou. Oui, je deviens fou. Je deviens fou. Le stress, c'est quelque chose de très particulier. C'est une des rares fois où notre cerveau a l'air de travailler contre nous. Mais si on revient un peu dans le temps, on peut comprendre que imaginer le pire peut être quelque chose de très utile. Je veux faire avec vous une sorte d'expérience. Imaginez que on est quelques centaines de milliers d'années après l'émergence de notre espèce, Homo sapiens sapiens. On est dans une forêt, on est en train de faire la cueillette. Pendant que je suis en train de faire la cueillette, j'entends un bruit dans les feuillages. Ce bruit dans les feuillages, je ne sais pas c'est quoi. Je dois l'imaginer. Je peux soit l'imaginer que c'est une bonne chose, que c'est par exemple le vent, soit imaginer le pire. Imaginer que c'est un prédateur. Si j'imagine que c'est le vent, et que je me trompe, ça me coûte ma vie. Ça le fait pas. Par contre, si j'imagine le pire, je me dis merde, c'est un prédateur qui est dans les feuillages, il faut que je me tire. Je cours. Et après, je me retourne et il n'y a rien. Ça me coûte que dalle. Du coup, d'un point de vue évolutionniste, imaginer le pire a une sorte d'avantage adaptatif. Certains psychologues considèrent que cette explication évolutionniste est une des raisons de pourquoi quand on est stressé, quand on est anxieux, on imagine les pires scénarios. C'est une forme d'autodéfense de notre cerveau. Le problème, c'est que quand on était encore des chasseurs-cueilleurs, c'était très adapté. Les dangers étaient vraiment mortels. Et effectivement, ce principe de précaution généralisée était très utile. Il fallait mieux surréagir que mourir. Par contre, dans le monde moderne, un adulte peut passer toute sa vie sans jamais rencontrer un prédateur animal. Ma présentation PowerPoint ne peut pas me sauter à la gueule pendant la nuit. Et donc on a ce qu'on appelle un mismatch adaptatif. Il y a une sorte de décalage de l'adaptation entre un réflexe que j'avais qui était hyper cohérent dans un certain contexte et qui devient délétère, qui devient mauvais, qui devient une sorte d'action contre moi-même dans le contexte moderne. D'ailleurs, stresser, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il y a des situations où le stress est une bonne chose. Quand le stress est une bonne chose, on appelle ça le stress, EU stress. Et du coup, c'est quoi la différence entre le stress, le bon stress, et le stress, le mauvais stress? C'est juste une question de temporalité. Par exemple, Robert Sapolsky, un neurobiologiste, a écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcères ». Et il explique que, par exemple, dans le royaume animal, le stress est souvent de courte durée. Une lionne est en train de chasser une gazelle. Cette scène, elle dure 10-15 minutes. Si notre gazelle n'est pas stressée, elle voit la lionne, elle fait « Salut la lionne », elle est dead. Du coup, dans ce cas-là, le stress est une bonne chose. C'est une préparation à l'action qui est hyper adaptative, qui peut permettre la survie. Chez nous, le stress est beaucoup plus long. Et du coup, Sapolsky indique que cette temporalité du stress est ce qui est problématique. Si j'ai ma présentation de dingue demain et je stresse la veille, c'est pas très grave, ou je stresse 1-2 heures avant, c'est pas très grave. Le stress devient problématique quand c'est une temporalité qui est longue. Si je commence à stresser 1 semaine, 2 semaines, 1 mois avant quelque chose, le jour J, quand j'y arrive, mon cerveau a tellement anticipé cet événement que je vais avoir des trous de mémoire, que je vais être complètement paralysé, que je vais pas vraiment réussir. Et du coup, on fait comment pour pouvoir le faire? Parce que si vous avez déjà essayé, par exemple, de dire à quelqu'un de stressé, t'inquiète pas, ça va bien se passer, ça ne marche jamais. Au contraire, la personne va probablement flipper encore plus. Si moi j'imagine qu'il y a un lion qui va venir m'attaquer dans le studio, et on me dit « Mais non Albert, t'inquiète pas, ça va bien se passer », je vais être encore plus stressé, je vais me dire que ces gens ne sont pas en train de comprendre l'urgence dans laquelle je suis. Et du coup, rassurer, ça ne marche pas. Mais si rassurer, ça ne marche pas, et imaginer le pire, ça ne marche pas non plus, qu'est-ce qui marche? Accepter l'incertitude. Si je ne veux pas accepter quand les autres me rassurent, je dois aussi ne pas accepter quand je suis en train de catastrophiser. Le but, c'est de faire de mon mieux, essayer de mettre ce que je peux sur la table et attendre, procrastiner quelque part le résultat pour après et essayer de se décentrer sa focale et du coup de me demander qu'est-ce que je conseillerais à mon meilleur pote de faire s'il était à ma place, voire de demander à quelqu'un d'extérieur à moi de changer mon point de vue, qu'est-ce que tu ferais à ma place et de leur faire un peu plus confiance. Donc accepter l'incertitude, me décentrer et surtout ne pas faire nécessairement confiance à mon cerveau à chaque fois qu'il imagine le pire parce que le prédateur, il n'est plus là. Et toi, tu fais comment pour ne pas imaginer le pire?